Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce dernier panel intersectoriel de l'édition 2024 des Dialogues pour le climat. Nous sommes choyés de vous avoir en si grand nombre présents ici ce soir et en ligne, je l'espère aussi. Avant toute chose, il est déjà important de reconnaître que nous sommes à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenions à honorer et reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Nous souhaitons aussi remercier nos commanditaires et les organisations partenaires des dialogues, grâce à qui cette édition des dialogues pour le climat est possible. À noter que l'événement est web diffusé en direct sur Zoom et que l'enregistrement sera publié sur YouTube afin de permettre à un maximum de personnes de pouvoir entendre cette discussion de clôture portant sur l'ambition de la conférence des parties versus les résultats, les comptes rendus de la COP29 ainsi que les prochaines étapes pour garder le momentum de l'action climatique. Pour notre public qui est ici à l'MDD, nous vous laissons aussi un peu de temps à la fin. Nous vous laisserons aussi un peu de temps à la fin pour vos questions. Donc, gardez-les en tête afin de pouvoir les poser à nos experts à la fin du panel. Afin de discuter de la 29e conférence des parties de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui vient de se dérouler à Bakou, j'ai le plaisir de vous présenter donc nos 3 panélistes qui étaient tous et toutes sur place pour cet événement clé des négociations climatiques et qui viennent de rentrer il y a très peu de temps pour certains. Donc, on a tout d'abord Patrick Rondeau, directeur syndical du service environnement et transition juste de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Bonjour Patrick, bienvenue. Merci. Puis Audrey-Anne Brazeau, analyste principale des politiques Québec à la Fondation David Suzuki. Bonjour Audrey-Anne. Bonsoir, Andréane. Andréane, pardon. Et André-Anne Martel aussi, gestionnaire principal RESA, Mission Inclusion. Salut André-Anne. Et donc, merci à vous trois d'être présents avec nous aujourd'hui pour décrypter de ces enjeux et bienvenue. Donc, je vous laisse la parole pour vous et vos analyses de cette conférence. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Donc, on est les 3 qui avons accepté un peu follement, directement au retour sur le décalage horaire de venir vous parler ce soir. Je vais jouer le rôle d'animation et de panéliste dans le cadre de cet événement ce soir. Donc, ce que je propose pour commencer, c'est qu'à tour de rôle, on présente notre mandat, notre organisation et quels étaient nos objectifs en allant à la COP29. Donc, on va commencer avec Patrick. Effectivement, Patrick Rondeau, je suis directeur du service environnement et transition juste à la Fédération des travailleurs du Québec. Et je suis aussi pour les besoins de la cause focale pour la circonscription syndicale sous la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, vous avez une représentativité sous la Convention cadre de 9 entités de la société civile. Les syndicats en sont une, donc je suis comme le co-coordonnateur, si vous voulez. Et oui, nos objectifs en allant à la COP, c'est naturellement d'avoir une balance le plus stable possible sur l'enjeu principal qui est de négocier à cette COP, soit les nouveaux objectifs quantifiables et communs. Et objectifs communs. NCQG, on a peut-être entendu, New Collective and Quantified Goals. J'ai mon visage m'en faire chemin. En fait, ce que ça veut dire en français, c'est les nouveaux engagements financiers pour les États concernant la finance climatique. Donc, notre objectif principal était d'avoir une balance équitable autant pour les pays développés que les pays développés. Et spécifiquement pour les syndicats, d'avoir un texte relativement robuste pour l'implémentation du programme de travail sur la transition juste. Parfait. Andréane? Oui, je suis analyste principale des politiques pour le Québec à la Fondation David Suzuki, donc c'est au 5e étage.
Sous ce chapeau-là, à la COP, j'ai plusieurs missions, dont suivre les activités et la manière dont le Canada se présente dans les négociations, les annonces aussi du gouvernement du Canada, même chose pour le Québec. On est aussi à la COP pour utiliser en fait notre voix, notre accréditation d'observateur-d'observatrice, en fait, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est un droit acquis, donc on occupe l'espace pour faire valoir nos revendications. On est aussi là pour amplifier les voix des communautés les plus vulnérables. Et on est aussi là, malheureusement, pour faire contrepoids à d'autres influences qui sont sur place et qui tentent d'aller dans le sens d'un peu moins d'ambition. Donc, on n'a pas le choix d'occuper cet espace-là pour ces raisons-là. Et je suis aussi chargée de cours à l'Université de Sherbrooke où j'enseigne le cours de négociation climatique internationale. Et donc, j'étais aussi à la COP pour faire le suivi sur place, en fait, là, alors que nos étudiants et étudiantes suivaient les négociations à distance. Et donc, on les aidait, on était sur le terrain avec mon co-chargé de cours qui n'est pas là aujourd'hui. Ça fait le tour pour moi. Parfait, merci. Moi, donc, comme on le disait précédemment, mon nom, c'est Andréane Martel, donc la deuxième Andréane du panel. Je travaille pour une organisation basée à Montréal qui s'appelle Mission Inclusion. Peut-être contrairement à mes copanélistes, c'est pas une organisation qui a l'habitude des COP. Donc, pour nous, c'était une première participation cette année, la première fois que l'organisation avait une accréditation. Donc, Mission Inclusion, c'est une organisation qui travaille au niveau de la justice sociale. Donc, on appuie des projets à la fois au Québec et à l'international. Dans mon cas particulier, je gère un projet de 30 millions de dollars financé par le gouvernement canadien via l'enveloppe Partenariat pour le climat. C'est un projet qu'on met en œuvre en Afrique de l'Est, dans 5 pays, notamment dans des pays insulaires, donc Madagascar, les Comores, mais aussi le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique. Et c'est un projet qui vise à l'adaptation des communautés côtières au changement climatique avec des solutions fondées sur la nature. On travaille avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et on travaille notamment à l'inclusion des femmes dans les structures de gouvernance des aires marines protégées et à l'autonomisation économique des femmes pour qu'elles s'intègrent dans le secteur de l'économie bleue régénératif. Donc, cette année particulièrement, on avait vraiment un intérêt à suivre la COP, particulièrement au niveau des textes qu'elle a adoptés sur l'égalité des genres et changement climatique. Donc, c'est l'année de la finance climatique, mais il y avait aussi d'autres enjeux, dont celui du renouvellement du projet de travail, du programme de travail sur l'égalité des genres, dont je parlerai un peu plus tard. Et notre organisation voulait vraiment promouvoir l'importance de prendre en compte les populations, les communautés marginalisées, notamment les populations insulaires là, qui vivent les impacts des changements climatiques là, de front. Et aussi de faire la promotion d'un financement qui soit accessible aux communautés les plus affectées par les changements climatiques. Donc, on va passer à la première question qui est concernant les attentes versus la réalité de la COP29. Donc, on va commencer en parlant justement de finances climatiques et du NCQG. Peut-être qu'on commencera avec toi, Patrick? On va peut-être parler aussi du contexte global qui nous a amenés là. En fait, c'est la 29e COP, donc Conférence des parties de la Convention cadre. Et l'objectif global de la Convention cadre, c'est de stabiliser les gaz à effet de serre. Ça, on le fait très simplement. Et que les pays doivent s'entendre à trouver des accords et des ententes à un niveau global pour ensuite avoir des actions au niveau domestique pour atteindre les cibles qui se sont fixées. Donc, essentiellement, là, ça plante un peu le décor. Depuis l'accord de Paris, ils sont aussi entendus qu'ils ont une responsabilité commune, mais différenciée. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même responsabilité d'atteindre les mêmes objectifs, mais que leur rôle et leurs responsabilités sont différenciées selon où ils sont dans le monde et ils sont tributaires des gaz à effet de serre ou tributaires des actions des autres et selon les moyens dont ils disposent. Tout ça pour tenter de maintenir l'élévation des températures en deçà de 2 degrés tout en visant 1,5. Donc, on est un peu presque 10 ans plus tard dans cette dynamique-là concernant l'accord de Paris. Et cette COP-là arrive dans un moment particulier, dans un acte, si vous voulez, une pièce en 3 actes, qui nous amenait en fait de la COP la précédente, qui était à Dubaï, donc la COP 28, en passant par celle qui vient de se terminer, qui nous amène à la COP 30. Pourquoi c'est en 3 actes? Parce que celle de l'année dernière
visait en fait à finaliser ce qu'on appelle le bilan mondial. Donc, dans le langage de la COP, ce qu'on appelle le Global Stocktake, qui visait en fait, c'est un exercice de 2 ans, à évaluer la progression de l'accord de Paris selon les engagements que les pays ont pris. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'après toutes ces années-là, nous sommes toujours en voie d'atteindre nos cibles, notamment de prévenir l'élévation des températures à 1,5? Cette COP-là est importante parce que la première réponse à ça, c'est que c'est non. On n'est pas en voie de prévenir cette relation-là et on est plutôt en route avec les engagements sur la table à atteindre un 2,6 et s'ils ne sont pas respectés, on monte même jusqu'à 3,1 environ. Donc, on n'est pas du tout en voie d'atteindre le 1,5 et ça va donner lieu à de très longues négociations durant cette COP-là qui avait abouti par ce qu'on appelle le consensus des Émirats arabes unis, qui est un document très important avec beaucoup d'articles, près de 200 articles, mais qui trace les lignes aussi sur ce qu'on doit faire, notamment sortir des énergies fossiles, réprimer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, et beaucoup d'événements aussi qui touchent la finance climatique, les droits humains, le droit du travail, etc. Donc, il y aurait là-dedans un contenu hyper important qui nous amène à la deuxième COP, qui était celle qui vient de se terminer, qui devait renouveler l'engagement financier des pays, parce que bien qu'on ait une lecture de ça ne va pas, il faut aller ailleurs, mais encore faut-il avoir les moyens. Donc, cette COP-là s'inscrivait exactement à ce moment-là, qui, elle, nous amène à la prochaine, au Brésil l'an prochain, qui sera la COP où les pays devront, à partir de février, déposer pour la troisième fois leur contribution déterminée au niveau national, donc leur NDCs, qui se trouve à être un peu leur feuille de route. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour atteindre les cibles qui sont fixés collectivement? Et à ce moment-là, tenter de redresser l'action climatique et l'ambition pour rester sur la traque du 1,5. Et pour ce faire, les 3 présidences s'étaient alliées ensemble en formant ce qu'ils appellent une troïka, donc c'est-à-dire la présidence des Émirats arabes unis, celle de l'Azerbaïdjan et celle du Brésil, pour tenter de collaborer tous les 3 ensemble sous une opération qu'ils appellent Mission 1.5, donc de faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur entre les 3 pour rehausser l'ambition climatique rendue l'an prochain à Belém, au Brésil. Mais on savait tous que la COP la plus difficile des 3 était pour être celle qui vient de se terminer en Azerbaïdjan, soit à Bakou, pour la simple et bonne raison qu'on savait déjà passablement que les Émirats étaient le début et le Brésil la fin, mais le milieu n'était pas aussi clair. Et vous savez, au niveau de la Convention cadre sur les changements climatiques, il y a un principe de rotation continentale par groupe de pays, c'est-à-dire qu'on s'assure que les COP ne soient pas toujours à la même place et qu'elles se promènent dans le monde. Pourquoi? Pour avoir le point de vue de certaines régions du monde et que leurs priorités soient prises en considération dans les priorités mises de l'avant, dans la rédaction des textes, dans la façon que c'est mis et surtout dans la façon dont ces COP-là se terminent par une décision finale qui vient rehausser l'ambition climatique. Le problème que nous avons eu avec cette COP-là, c'est que systématiquement, chaque pays qui levait la main se faisait bloquer par la Russie. Parce que cette COP-là devait se dérouler dans un pays de l'Europe de l'Est et la Convention cadre fonctionne sous le principe du consensus. Donc, si un pays dit non, ça s'arrête là. Donc, c'est pas tant que les pays s'entendent tous. Un, deux. Donc, c'est parce que les pays s'entendent tous ensemble et sont tous d'accord, mais du moins, ils peuvent vivre avec des décisions. Mais dans le cas actuel, la Russie a bloqué tous les pays et le seul qui a pu c'est l'Azerbaïdjan. Donc, dès le départ, c'est un pays qui a eu moins d'un an pour préparer cette COP-là. C'est un pays qu'on ne voyait jamais autour des tables de négociation. C'est un pays pétrolier aussi par le phénomène et c'est un pays totalitaire où les droits humains ne sont pas tout à fait respectés. Donc, tous les ingrédients sont en place pour que ça coule, que ça achemine une catastrophe. Et malheureusement, c'est un peu ce qui est arrivé. Donc, dès le départ, même comme il se ressentait un petit peu pressé au niveau de la présidence de cette COP-là, il disait oui, mais on ne voulait pas cette COP-là. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une COP qui n'avait pas de tête, qui n'avait pas de direction et aucun leadership. Et ça, on l'a senti très rapidement, où les pays étaient laissés à eux-mêmes dans une négociation qui était extrêmement cruciale, qui visait un nouvel engagement financier, d'autant plus que l'ancien n'a jamais été respecté. C'est-à-dire que le pays s'est engagé d'ici 2025 à verser 100 milliards par année pour venir en aide aux pays en voie de développement et cette somme-là n'a jamais tout à fait été
atteinte et versée. Donc, il y a déjà eu une crise de confiance au niveau de la finance climatique entre les pays développés et en voie de développement, et ça vous donne le décor pour cette COP-là qui vient de se dérouler. Et c'est une présidence aussi qui, dès le départ, avoir comme une attitude, si vous voulez, je vous invite chez moi, le vendredi, telle date, je vous demanderai de partir. Donc, c'est un peu le sentiment qu'on avait, comme si les pays avaient eu un gros Airbnb. Donc, on était beaucoup dans l'ambition climatique et on est chemin, à force d'être pressé par les pays, sur justement savoir est-ce qu'ils veulent avoir une conclusion, donc ce qu'on appelle le travail des CG, donc c'est-à-dire la même de Bakou à une entente, qui nous amène à avoir aussi l'ambition climatique. Donc, je dis, en fait, notre seul but, c'est que vous finissiez ce que vous avez à faire et que vous quittiez. Et vous avez parce qu'il y a une chose aussi, il y a une chose là-bas, c'est que l'air était respirable à Bakou. Donc, tu serais venu un petit peu avec des difficultés. Donc, tout ça pour vous dire que cette négociation-là est extrêmement difficile sans nécessairement leadership. La plupart des agendas de négociation n'ont pas été conclus. Pour certains, il y a eu des conclusions au niveau de on retient un petit peu des discussions que vous avez eues, mais sans plus. Notre rôle, c'était de mettre en place une règle de la Convention cadre qui se trouve avec l'article 16, de dire il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de consensus, donc on fait que on fait des agendas de négociation à la prochaine session, qui sera au mois de juin à Bonn, en Allemagne, et on s'en remet uniquement aux décisions qui ont été prises à la session précédente. Tout ça à part, naturellement, le NCQG qui, lui, a abouti à un règlement qui est plus que insuffisant. Je te laisse continuer. Ben, je vais vous en parler un petit peu pendant que Patrick prend une pause. Donc, ce qui a été dans le fameux TQG, là, le nouvel objectif quantifié et collectif, l'objectif financier, on va l'appeler comme ça à partir de maintenant, c'est 300 milliards de dollars à partir de l'année 2025. Non, 300 milliards, oui, c'est ça, excusez, là, parce que je les ai traduits, détraduits, tout ça. Donc, 300 milliards. Normalement, ben, la demande des pays, par exemple, du groupe africain, était de 1,3 trillion en anglais, donc 1300 milliards au lieu de 300 milliards. Donc, il manque 1000 par rapport aux 1000 milliards, ça commence à faire beaucoup. Donc, on est vraiment, vraiment en deçà de ce qu'il nous aurait fallu là, pour donner justement les ressources aux pays du Sud afin qu'ils puissent arriver l'année prochaine avec des engagements rehaussés, avec l'assurance qu'il y aurait l'argent pour les mettre en œuvre. Donc, ça, c'est vraiment la grande déception. On parle de trahison du côté de certains pays. On parle de joke. Il y a un pays qui a appelé le montant une blague. Donc, vraiment, les interventions des pays du Sud qui, une fois que le montant a été adopté là, en plénière, là, était vraiment alarmante. En fait, ça montre que la décision était très, très loin d'être unanime et qu'encore une fois, c'est l'approche par consensus qui fonctionne. Mais bon, dans ce cas-là, vraiment, il y a eu en fait, il y a beaucoup la vidéo de l'Inde qui circule sur Internet. Là. Ça a été vraiment une intervention très poignante là, sur l'abandon des pays du Nord face aux pays du Sud. Donc, vraiment un échec en termes d'ambition, même si finalement un texte qui a été conclu. Puis j'ajouterais que le 1300 milliards est mentionné dans le texte, mais à partir de 2035. Et donc, dans très, très longtemps, considérant les besoins actuels. Puis là, ça a l'air d'être des gros, gros, gros montants, là, mais dans les faits, j'ai fait quelques petites recherches. Puis, en fait, annuellement, l'impact des changements climatiques, c'est 12% du PIB mondial en tout. Et ça, ben, le montant qui a été décidé, là, on parle d'environ moins de 1% du PIB mondial. Donc, c'est vraiment des peanuts en bon français. Il y a peut-être d'autres éléments aussi. Et dans cette entente-là, qui est tout à fait inacceptable, mais il faut que vous compreniez aussi que plus on réduit, en fait, le montant, plus tout ce qui est droits humains s'efface aussi. Donc, c'est un donnant-donnant. Donc, dans cette entente-là, on n'a que des objectifs financiers et tout ce qui devrait être en respect des droits humains ou implantation, en renforcement des capacités n'existe pas.
Ils ont été effacés à ce niveau-là. Et l'enjeu aussi, un des enjeux qu'il y avait dans cette négociation-là, était d'élargir la base des contributeurs et pour inclure la Chine, en fait, parce que de considérer encore certains pays émergents aujourd'hui comme des pays en voie de développement n'est plus tout à fait vrai. Et ça l'a échoué aussi par le fait même. Et il y a aussi la question d'élargir la base des contributeurs aussi, qu'elle ne soit pas uniquement étatique. Donc, c'est-à-dire que des investisseurs privés pourraient participer au montage financier. Et là, ça ouvre tout un débat à savoir entre les dons et les prêts et les projets et le rendement. Et là, on tombe dans une catastrophe totale et absolue, mais tout ça est relativement flou. Donc, même s'il y a un engagement financier qui a été négocié, on ne devra pas moins que les mécanismes qui l'accompagnent sont loin d'être négociés et la mise en application, on est loin, loin, loin de ça. Il reste tout un travail à faire à ce niveau-là. Et naturellement, l'ombre des États-Unis qui a plané, à savoir, oui, mais encore. Donc, si le principal contributeur se retire, comme Trump veut le faire, de se retirer non pas de l'accord de Paris, mais de la Convention cadre, donc à ce moment-là, est-il vraiment réaliste pour les pays d'atteindre ce 300 milliards, ne serait-ce par année? Et ça, il faut se poser la question. Et deux autres choses en terminant aussi, où on peut se dire, il sera difficile aussi à certains pays d'aller, dans le contexte économique actuel, puiser encore plus et se faire réélire la fois d'après, en disant, ben là, on envoie tant de milliards pour le climat. L'éducation auprès du public n'a pas été faite encore nécessairement, et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement compliqué. Mais d'un autre côté, si on regarde les conflits armés en ce moment, qu'ils soient en Ukraine ou en Palestine, ces montants-là sont largement dépassés. Donc, on accepte quelque part de dépenser encore plus d'argent dans les conflits armés sans se poser de questions. Mais quand c'est pour le climat, on se dit, ça va être extrêmement difficile à faire passer à des électeurs. Donc, on a un sacré problème devant nous. Je voulais peut-être juste ajouter un élément. Ça fonctionne-tu? Oui. Un élément de contexte de dans quel contexte a été adopté les textes dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, on sait, par exemple, que le groupe sous AOSIS, donc l'Alliance des petits États insulaires, vers 6 heures le soir, s'est retiré des discussions. Ils ont publié un communiqué disant qu'ils se retiraient, qu'ils souhaitaient retourner, mais que l'espace de discussion était tellement peu inclusif et il y avait tellement un manque de reconnaissance de la part des pays du Nord, des réalités vécues par les pays, par les Least Developing Countries et par l'Alliance des petits États insulaires, qu'ils ont décidé de se retirer des discussions avant de finalement y retourner, mais en demandant que l'espace soit plus inclusif et qu'il y ait une meilleure reconnaissance de leurs paroles et de leur... Donc, on sent que dans les échanges, il y avait vraiment là, 2 poids, 2 mesures, puis il y avait vraiment un sentiment d'impuissance de la part des pays dits en développement. Puis, il y avait aussi les Least Developed Countries, les LDCs, qui étaient dans ce groupe-là. Puis, j'ajouterais aussi, c'était carrément une claque au visage là, pour beaucoup de groupes de négociation parce que le montant, là, le fameux quantum, c'était vraiment la négociation centrale de l'année. Puis, elle a été mise sur la table par les pays développés dans un draft, une ébauche de texte vendredi matin ou jeudi soir de la 2e semaine. Là. Donc, on parle quand même d'être dernière minute pas mal pour parler des vraies affaires. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus que ça se soit étiré jusqu'à samedi quand on a eu un montant sur lequel négocier à la fin de la 2e semaine. Donc, ça montre aussi l'espèce de blocage, de manque de volonté là, des pays du Nord dans cette négociation-là, définitivement. Et pour en rajouter une couche, en fait, la problématique qu'il y avait dans cette COP en 3 parties dont je parlais tantôt, c'est que celle-là avait l'étiquette, si vous voulez, de la COP, de la COP financière. Et ça a été un piège tout le long. Donc, pour en rajouter dans la catastrophe et de la façon dont cet avion-là s'est écrasé, c'est que l'ensemble des agendas de négociation, tous les autres, là, adaptation, atténuation, le bilan global, le programme de travail sur la transition juste, ont tous été mis de côté. Ils ont été, en quelque sorte, pris en otage par les pays en voie de développement et par une espèce aussi de non-collaboration des pays développés, donc un dialogue de sourds dans chacun de ces agendas-là, donc du blocage systématique, de ne pas vouloir négocier, de refuser les textes, de les rejeter unilatéralement.
simplement parce que dans leur tête, leur considération, leur priorité était NCQG. Et comme ces textes-là ont tardé à venir parce qu'il n'y avait aucun leadership dans cette COP-là, l'ensemble des agendas de négociation, plus la session avançait et plus ils étaient à l'abandon, à un point tel que certains, par exemple comme le programme de travail sur la transition juste, il n'y a même pas de conclusion. Donc, il n'apparaît nulle part. Il n'y a pas que c'est remis, c'est dans les limbes totales. D'autres, il y a quelques éléments qui ont été récupérés, mais sans plus, mais l'ensemble des agendas sont tous à la dérive. Et quand j'utilisais l'image, c'était comme un grand cimetière et à chaque jour, on avait une pierre tombale supplémentaire qui était un des agendas de négociation. Donc, ça vous donne un peu l'idée et l'état des choses qui va être extrêmement compliqué à surmonter parce que cette COP-là a fait prendre un retard considérable aux agendas de négociation qui devaient être négociés, et notamment au niveau des conclusions du bilan global, qui, lui, avait 3 tables d'agenda, en fait, 3 tables de négociation, et qui avait comme mission durant cette COP de justement faire vivre, ou plutôt comment est-ce qu'on met en œuvre les conclusions de la précédente COP, notamment sur les questions énergétiques et les énergies combustibles. Mais encore là, tout a été balayé du côté du revers de la main en disant « on verra ça plus tard ». Donc, c'est une catastrophe totale. Oui, bien, juste pour rebondir là-dessus, étant donné que moi, j'ai beaucoup suivi justement cette mise en œuvre en fait, la suite de la COP 28, dans lequel, pour la première fois, on a eu les mots, on a nommé le cœur du problème, donc le besoin de sortir des énergies fossiles. Le langage exact qui était transitioning away from fossil fuels, beaucoup de débats et d'analyses de ces termes, mais qui était quand même historique. Donc, comment on allait faire cette année pour mettre ça dans des textes? Bien, il y avait, comme ça a été dit, il y avait 3 voies. Donc, ça aurait pu, par exemple, apparaître, on aurait pu rehausser le langage ou du moins le répéter dans la décision de couverture, le fameux cover decision, mais qui a été écarté rapidement par la présidence qui ne voulait pas ouvrir un nouveau chantier, qui souhaitait, étant donné que les négociations coinçaient assez. Il y avait aussi le programme de travail sur l'atténuation, qui était une voie où ça aurait pu être mentionné. Et puis, à ce niveau-là, ben, ça a été tout simplement bloqué par l'Arabie saoudite au nom du groupe arabe qui a dit on ne met pas les résultats du bilan mondial de l'an dernier dans le texte. Et puis, finalement, il y avait le dialogue des Émirats arabes unis qui était aussi une trame de négociation issue de la COP 28 à Dubaï. Et puis ça, ben, on a tout simplement dit Rule 16, donc règlement 16, et donc on le reporte. Sauf que le problème, c'est que l'an prochain, en fait, les cibles climatiques rehaussées des pays sont attendues d'ici février 2025. Et on devait dans ces textes-là, donner des nouvelles lignes directrices. Donc, qu'est-ce que vous devez mettre dans vos nouvelles cibles pour qu'on s'assure de limiter le réchauffement à 1,5 degré? Ben là, on va le savoir en juin. Donc, c'est comme c'est un peu trop tard dans l'ordre des choses. Donc, je pense que ça illustre bien là, ce que Patrick disait sur le retard qu'on prend par rapport aux échéanciers qu'on s'était fixés. Puis, moi, je voulais parler un peu, Patrick a mentionné comment, dans ces discussions, dans ces négociations, un peu tout le reste des agendas avait été mis de côté, mais il y a eu des discussions et finalement l'adoption d'un texte sur les questions d'égalité de genre et changement climatique. Je voulais vous partager un peu comment ça s'était passé à ce niveau. Parce que quand on est arrivé à la COP, je pense que les attentes il y avait de l'enthousiasme et les attentes étaient assez élevées face au texte draft qui a été déposé en début de COP sur les questions d'égalité des genres. Donc, dans le texte, on retrouvait des termes du langage comme on reconnaît les impacts différenciés sur, par exemple, les femmes, les groupes marginalisés, les populations autochtones, des changements climatiques. On retrouvait des termes comme women and girls in all their diversities, donc qui reconnaissaient la diversité des hommes, des femmes, donc que chacun de ces groupes n'était pas des groupes homogènes, qu'il y avait une diversité et que l'impact des changements climatiques était différent selon cette diversité. On voyait même les termes intersectionnels, les facteurs de vulnérabilité, comment
la multiplicité des facteurs de vulnérabilité qui a un impact différencié sur les communautés. Donc, il y avait tout un langage sur les questions de diversité et inclusion qui était particulièrement progressiste. Et qui donnait à croire qu'on allait avoir un texte sur l'égalité des genres et changement climatique qui allait aller de l'avant et qui allait être un pas de plus face au texte précédent. Il y avait aussi un langage au niveau des droits humains, la reconnaissance, par exemple, de l'importance de l'accès à la justice pour les femmes activistes, par exemple, qui défendent les droits des terres, etc. Donc, il y avait tout un langage au niveau des droits humains et il y avait aussi un langage au niveau de la transition juste et du care work, payé et non payé. Donc, c'était aussi une demande des groupes de femmes, notamment, qui a une reconnaissance de ces différentes dimensions liées au changement climatique. Et dès les premiers jours de la première semaine, on a vraiment senti une attaque concertée de la part de nombreux pays contre ce vocabulaire progressiste. Donc, des pays, un après l'autre, qui disaient on ne va pas accepter un texte dans lequel il y a le mot diversité, on ne va pas accepter un texte dans lequel il y a le mot intersectionnalité, on ne va pas accepter de faire référence à l'accès à la justice, par exemple, ou aux droits humains. Donc, des pays comme l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Indonésie, la Russie bloquaient systématiquement toutes les propositions, le vocabulaire l'Égypte aussi, qui avait ce type de langage, même au niveau de langage comme les données désagrégées en fonction du genre, même ça a été remis en question. Donc, il y a certains pays, il y a certains partis qui demandaient de retirer le mot genre du texte sur le genre. Donc, juste pour vous donner une idée du ton des discussions puis des échanges. Donc, à la fin de la première semaine, c'est devenu évident que toutes les questions de droits humains allaient devoir être défendues par les pays qui souhaitent défendre des questions de droits humains. Et malheureusement, lorsqu'on regarde les textes finaux, ils n'ont pas réussi à défendre ces textes, qui font en sorte que lorsqu'on regarde le texte qui a été approuvé à la fin, c'est un recul de 10 ans sur des textes et du langage qui était utilisé dans d'autres conférences des Nations unies, notamment la conférence sur le statut de la femme. Donc, c'est vraiment frustrant de voir qu'on n'a pas réussi non seulement à faire des progrès, mais même à maintenir un statu quo sur du vocabulaire qui avait été approuvé dans le passé. L'autre chose qu'il y avait dans les discussions sur l'égalité de genre était le renouvellement d'un programme sur le travail et les changements climatiques, un programme, pardon, sur le genre et les changements climatiques. Donc, le programme précédent venait à échéance et on devait le renouveler. Donc, je dirais que c'est peut-être le seul win au niveau de ce texte, c'est l'adoption d'un nouveau programme sur 10 ans qui va permettre de développer un plan d'action sur les questions d'égalité de genre et changement climatique au cours de la prochaine année et d'ici à ce qui donne quelque chose sur lequel travailler au cours de la prochaine année. Je vais m'arrêter ici, mais ça a été vraiment frustrant d'assister à ces échanges et de voir à quel point on reculait sur des questions qui, je pense, nous semblaient assez acquises là, au niveau de simplement la reconnaissance des droits humains puis l'accès à la justice pour les personnes qui défendent l'accès à la terre, par exemple. Est-ce que tu voulais parler de transition juste ou tu avais fait le tour? Bien, comme je l'ai dit, il est dans les lignes quelque part, on ne l'a pas retrouvé encore. Donc, non, mais blague à part, c'était effectivement un programme de travail qui était très attendu, notamment pour l'ensemble des représentants de travailleurs-travailleuses, mais aussi les communautés et autres. Parce que ce qu'on cherche, c'est avoir un plan de travail sur comment on va faire cette transition-là qui est basée sur le dialogue social, la protection sociale, le respect des droits, dont les droits humains et le travail décent, mais il n'y en a pas eu de conclusion. Donc, le fossé était essentiellement entre des considérations financières, notamment au niveau des moyens de mise en œuvre, et un tirage de couverture, si on veut, aussi sur des éléments qui touchent le développement durable. Et d'un autre côté, que l'ensemble de ces droits-là et de ces mécanismes-là qui sont sous l'Organisation internationale du travail soient reconnus. Puis entre les deux, il fallait réduire le gap. Et le pire, c'est que les pays autour de la table semblaient aller vers quelque chose, mais ils ont tellement perdu de temps parce qu'il y a eu 2 jours complets où la présidence ne savait plus quoi faire, il n'y avait pas de texte sur lesquels travailler.
les pays entre eux ont décidé de travailler malgré eux, sans gouvernance, en dehors du... C'était une catastrophe totale, mais ils ont manqué de temps en bout de ligne. Et comme les considérations financières, et on revient toujours à ça, n'étaient pas au rendez-vous par le NCQG, ben, ils ont fermé la boîte et c'est tout. Donc à suivre, mais c'est un des agendas de négociation qu'on ne sait même pas où il est rendu, parce qu'il n'y a pas eu de conclusion. Il ne s'est jamais terminé. Un peu décourageant, mais on va continuer avec la présence du Québec et du Canada à la COP. Donc, on sait que M. le ministre Charette a été présent pendant plusieurs jours, participé à plusieurs panels, a fait une rencontre avec la société civile québécoise. Il y a aussi une rencontre avec la délégation canadienne. Donc, qu'est-ce que vous avez à partager sur ces rencontres et sur la place peut-être du Québec pour commencer, là? Ben oui, je vais commencer avec le Québec. Donc, comme d'habitude, le Québec est arrivé avec sa délégation commerciale bien garnie. Donc, le Québec se distingue tout de même des autres provinces là, qui n'arrivent pas de manière aussi organisée, aussi structurée dans les COP. Donc, il y a quelques représentants de d'autres provinces, là, mais sans plus. Donc, le Québec prend ça au sérieux. Ils arrivent là bien préparés. Puis, en fait, on va aussi leur donner un peu de crédit, là, mais ils sont arrivés avec quand même une très belle annonce cette année. Donc, le Québec est coprésident de la Beyond Oil and Gas Alliance, donc l'alliance au-delà du pétrole et du gaz. J'aime beaucoup traduire le nom de cette alliance. Et c'est une alliance, donc le Québec est coprésident pour les États infranationaux. Et donc, cette année, ben, le Québec a déjà banni l'exploitation et l'exploration des énergies fossiles sur son territoire. Et donc, ben, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste à s'attaquer à la consommation. Et c'est dans ce contexte-là que le Québec a annoncé qu'il allait bannir le gaz fossile de tous ses bâtiments d'ici 2040. C'est une très, très belle victoire pour la société civile qui se mobilise notamment via la coalition Sortons Gaz depuis quelques années. Et c'est un travail qui s'est fait avec les villes. Et donc, c'est une très belle avancée à ce niveau-là. Les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments représentent 7% du bilan du Québec à l'heure actuelle. Ce n'est pas parfait, mais bon, c'est quand même une annonce qui était attendue depuis longtemps et auquel le gouvernement s'était engagé. Donc, cet aspect-là est positif. Je ne sais pas si toi, tu avais des éléments sur le PCCI? Juste mentionner que dans le cadre de la rencontre avec la société civile québécoise, il y a eu l'annonce du financement de nouveaux projets là, via le PCCI. Donc, ils ont annoncé Le programme de coopération climatique internationale. donc, c'est du financement du gouvernement du Québec vers des projets en coopération internationale. Donc, ils financent différentes organisations de la société civile québécoise. Nous, à Mission Inclusion, c'est la deuxième fois qu'on reçoit un financement PCCI pour un projet au Burkina Faso. Donc, ils ont annoncé là, les différents projets qui allaient être financés dans le cadre de cet appel-là. Est-ce que tu voulais parler de Québec ou de la délégation canadienne? Non, le Québec, ça a été dit. Peut-être, on va parler du Canada. Le Canada, en 2015, quand il s'est amené à la COP sous le nouveau gouvernement Trudeau, on se souvient des Sunnyways, et tout le monde était bon. Ils avaient fait une job remarquable, c'est-à-dire à Paris, et ils avaient même été chaudement applaudis, l'ovation de la société civile à la fin de la COP. Parce qu'ils avaient été ambitieux, ils avaient été présents et ils avaient aussi joué un rôle important de médiateur, donc d'essayer de ramener les positions très divergentes des pays. Donc, et ce rôle de casque bleu-là, ils l'ont traîné avec les années jusqu'à cette COP où c'était tout à fait l'inverse, où ils étaient totalement absents. On les voyait très peu d'ambition. Difficile d'accès aussi, ce qui n'est pas à l'habitude de ce qu'on nous était habitués avec la délégation canadienne. Donc, très discret, à suivre le lot, sans trop d'ambition. Donc, c'était excessivement décevant, la performance du Canada dans cette COP-là. Et on aurait pu se dire, bon, naturellement, c'est sûr qu'ils ne diront pas qu'ils sont en fin de régime et qu'ils seront battus la prochaine fois, mais bon, si on suit les sondages, il y a différentes façons de le voir. On peut se dire,
Ben, tant qu'à, je vais essayer d'être ambitieux, et ainsi de suite. C'est tout le contraire qu'on a vu. Le ministre Guilbeault a été là que 3 jours au tout début, lors du sommet des chefs d'État, là, le sommet de l'action, sommet des leaders. Oui, merci. Et c'est tout. Donc, on a senti le Canada un peu pris dans cette espèce de piscine à vagues-là, un peu molle, de ne pas savoir où on s'en va, mais sans nécessairement prendre de leadership non plus. Et on a pu voir aussi l'usure, en fait, des positions fédérales en matière climatique, même si ils font des bons coups comme mon Dieu, en français, les Mission Cap, le plafonnement des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur pétrolier gazier. N'en demeure pas moins que dans les faits, les politiques qu'ils ont pris avec le temps et qui ne les rapprochent pas du tout des objectifs de réduction de gaz à effet de serre a eu ses conséquences. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend notamment sur le programme de travail sur la transition juste, on n'a jamais vu le Canada avoir aussi peu d'ambition et même être le seul pays à bloquer un des éléments qui aurait pu faire en sorte qu'on ait une piste d'atterrissage. Donc, c'est relativement renversant à ce niveau-là. Pourquoi essentiellement? Parce que justement, les politiques les rattrapent. Il n'y a pas de transition juste au niveau fédéral. Ils ont adopté une loi sur les emplois durables. On en était bien content. Mais quand on la regarde un peu, c'est une loi qui pèle par en avant vers des belles jobs qui vont être créés un jour et qui seront vertes. Mais on ne s'occupe pas de la transition actuelle des secteurs industriels qui vont être amenés à se transformer. Et ils ont bâti un anti-concept de transition juste en disant même que c'est un concept toxique. Donc, ils ne peuvent plus le défendre, contrairement à ce qu'ils ont dit quand ils sont ailleurs. Ça en est un exemple. Mais surtout que dans un dossier comme la transition juste, il faut se poser la question, transition juste à partir de quoi? Et la première chose qui me vient en tête, c'est transition juste des énergies fossiles, essentiellement, et ils sont en porte-à-faux à ce moment-là. Et contre toute attente, on les a vus résister dans plusieurs positions et manquer totalement d'ambition parce que ils sont en porte-à-faux, parce que dans leur tête, avec les technologies, le plafonnement et tout ce qui va être mis en place, ils vont réussir à réduire les gaz à effet de serre, mais tout en augmentant de 16 la production d'énergie fossile, ce qui est un contresens total de tout ce que le GIEC ou même l'Agence internationale de l'énergie prononce depuis maintenant presque 5 ans. Donc, on a vu un Canada complètement atrophié sur lui-même, très peu ambitieux et qui a été malheureusement pas aidant du tout là, dans ces négociations-là. En fait, on devait aller voir d'autres pays pour trouver des leviers en tant que société civile pour réussir à avoir des gains. Sans vouloir défendre le ministre et son équipe, il faut quand même noter qu'il n'était pas à la COP parce que l'ensemble des députés étaient appelés à la Chambre des communes là, pour ceux et celles qui suivent ça. Il y a des blocages en ce moment de certains, voire un parti politique, donc il n'y a rien qui avance. Ils ont besoin de toutes les voix présentes. Donc, ça explique l'absence quand même inhabituelle du ministre, là, on va le dire. Là. Il a quand même l'habitude d'être là presque toute la COP habituellement. Une fois ça dit, effectivement, beaucoup de. En fait, c'était ma 6e COP et il y a toujours eu au moins 2 ou 3 rencontres là, avec la société civile, voire même une réception avec la société civile et les Canadiens sur place. Et cette année, ben, il y en a eu une seule. Donc, ça montre en fait à quel point ils se sont rendus moins accessibles pour les gens qui étaient sur place. C'était difficile aussi de leur parler même au cours de la COP. Puis j'ajouterais, ben là, je n'ai pas le choix, étant donné que je travaille pour la Fondation David Suzuki, de souligner qu'il y avait quand même presque une trentaine là, de représentants de l'industrie fossile au sein de la délégation canadienne. Donc, sur les 1700 qui étaient présents, bon, c'est peut-être pas si pire que ça, mais quand même d'avoir, en fait, on a eu le gouvernement qui a sorti la même ligne qu'à l'habitude, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, que toutes les voix soient entendues et qu'il faut que la délégation soit représentative du Canada. Alors que on sait que ce qu'ils vont mettre de l'avant lors de ces sommets, ce sont les distractions dangereuses que sont la capture et le stockage du carbone, par exemple. Et est-ce que j'avais d'autres éléments sur le Canada?
Ben, je dirais effectivement, sur la question des énergies fossiles, alors qu'il y a eu un consensus l'année dernière, ils se sont pas, ils n'ont pas sauté au rideau là, pour s'assurer qu'on progresse sur le langage sur les énergies fossiles. Bon, c'est sûr que le Canada reste le 4e plus grand producteur de pétrole au monde. Mais justement, j'ai l'impression, ma lecture de la chose, c'est que cette année, ils se sont bien cachés derrière des groupes comme le groupe arabe qui était beaucoup plus vocal sur la question. Mais voilà, là, n'ont pas plus défendu que ça les acquis de l'an dernier. Ne l'ont pas autant défendu qu'ils auraient pu le faire. Voilà. Et personnellement, ma grande déception a été au niveau justement encore de la table sur l'égalité des genres. Donc, lorsqu'on a rencontré la délégation canadienne, ils ont commencé en mentionnant qu'ils étaient très fiers de la grande diversité de leur délégation. Lorsqu'on les a questionnés sur justement toutes les attaques au niveau des droits humains, des droits des femmes, leur réponse a été que ils sont très concerned, là, ils sont très inquiets de voir toutes ces attaques. Pour démontrer à quel point ils priorisent ces enjeux-là, ils nous ont dit que le co-chair de la table de travail sur l'égalité des genres est un Canadien, c'est un Québécois en fait. Donc, ça démontre à quel point c'est une priorité. Mais dans les faits, lorsqu'on assistait aux différentes négociations, le Canada était très, très, très discret, même lorsqu'il était question quand même d'attaques assez foudroyantes sur les questions des droits humains. Je me serais attendue d'un pays qui a eu une des premières politiques internationales féministes davantage de combativité sur ces questions. Ça a été assez décevant, en fait, de voir à quel point il suivait. Il y a des pays qui ont été beaucoup plus vocaux. L'Union européenne a été beaucoup plus vocale, le Brésil, le Pérou, l'Australie, alors que le Canada prenait à peine la parole dans les négociations. Et l'autre sujet sur lequel j'étais un peu déçue, un des sujets qui était vraiment au cœur des discussions sur la table de l'égalité des genres est celle de créer un financement dédié pour la mise en œuvre du programme de travail sur l'égalité des genres. Et le groupe des G77 mettait beaucoup l'accent sur le fait que à quoi ça sert d'adopter un programme ambitieux si on n'a pas les moyens de le mettre en œuvre. Et c'était vraiment là, un refus complet de la part des États-Unis et le Canada a suivi cette tangente-là des États-Unis puis de l'Union européenne. Donc, si on poursuit, on en a déjà parlé un petit peu des textes finaux et des déceptions face aux textes finaux. Est-ce que vous voulez ajouter des choses par rapport à ce qui a été négocié dans les dernières heures entre samedi et dimanche? Je pense qu'on pourra y revenir dans les questions s'il y en a tantôt. Parfait. Donc, je pense qu'on arrive un peu à la discussion sur peut-être notre expérience sur place, l'expérience de cette COP-ci, peut-être comparée à d'autres COP que vous avez vécues dans le passé, que ce soit au niveau du rétrécissement de l'espace pour la société civile, que ce soit au niveau de qui était présent, de votre expérience par rapport aux négociations, mais aussi du rôle de la présidence. Donc, comment vous avez vécu, quelle a été votre expérience de la COP 29? Ben, si je commence, je peux vous parler des 2 attractions touristiques principales de l'Azerbaïdjan. Donc, aller dans les spas, dans des bains de pétrole et aller voir la flamme éternelle, donc qui est une flamme qui brûle constamment là, avec le gaz qui est sur place. Je n'ai pas les détails là, de l'attraction, mais bref, voyez le genre. Donc, le gaz et le pétrole sont vraiment au cœur de la culture azérie. Puis on l'a quand même ressenti durant notre séjour. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport à d'autres COP, c'est euh, en fait, les déplacements en ville. En fait, on sentait vraiment le climat, disons, très peu démocratique. Et au point où moi, en tant que femme relativement jeune, j'avais peur de me promener la rue la nuit seule. Donc, c'était pas un climat qui était très sécuritaire ni sécurisant. Et puis, ben, ça se traduisait aussi dans l'espace de la COP où, en fait, c'est arrivé au moins une fois où il y a eu des gens qui s'assoyaient à côté de nous puis qui clairement écoutaient ce qu'on disait, là. Donc, on sentait vraiment qu'il y avait un climat étrange, très peu
en fait, très peu libre. On ne se sentait pas tant libre, on se sentait très surveillé. Il y avait de la sécurité partout. À chaque année, il y a une plénière des gens, donc le People's Plenary, lors de laquelle les groupes de la société civile vont parler de leurs grandes préoccupations, vont vraiment faire des cris du cœur. Là. Ça se passe à la fin de la COP, vraiment faire monter la pression. Et d'habitude, il y a une action pacifique avant ou après. Là, par exemple, faire une chaîne humaine sur le site de la COP, des choses comme ça. Et cette année, ça aurait été complètement inimaginable de faire ça. Là. C'était des petites zones, des quelques mètres carrés là, pour les actions qui étaient prévues, chronométrées. Donc, beaucoup moins de place pour les actions sur place. Je m'arrête ici, mais Ben, la différence, peut-être, je l'ai nommé tantôt, mais c'était l'absence totale de leadership, là, et ça se ressentait, là. On était tous un peu en attente et c'était compliqué. On avait déjà vécu une COP semblable en Égypte il y a 2 ans, mais malgré tout, il y avait une conclusion à ça, donc c'était encore pire. On savait que c'était pour être difficile, on savait qu'ils étaient pour ne pas avoir de leadership, mais on a vu ce que ça donne aussi, là. Et les pays sont laissés à eux-mêmes. Donc, ça prend absolument un leadership dans une COP, ça c'est indéniable. Et peut-être ce qui était le plus agaçant, et qui devient de COP en COP de plus en plus problématique, ben, c'est cet aspect-là de foire commerciale un peu et les pavillons qui prennent toujours de plus en plus de place, donc des pavillons d'à peu près tout, là, d'organisations internationales à des pays, à tout ce que vous voulez, et qui ont leur propre programmation. Mais ça amène un paquet de touristes pas possibles là, climatiques qui sont totalement insupportables quand on doit se déplacer rapidement, par exemple, d'une Sabala et ils sont là, ils regardent ça devient franchement difficile et ça devient difficile même accéder dans les salles de négociation parce que ces touristes-là, de temps en temps, disent ah, ben, je vais aller voir ce qui se passe là et ça bloque le rôle des observateurs. Donc, ça devient préoccupant. Cette COP-là n'aurait pas dû avoir autant d'inscriptions qu'elle l'a eu. Il y a quand même eu près de 70 000 personnes inscrites, ce qui fait ni queue ni tête. Notamment au niveau du pays et de l'ampleur, ainsi de suite. C'est-à-dire que le principe même des COP prennent cette ampleur-là, notamment à cause de ça. Ça attire une certaine curiosité. Il y a des jeux de pouvoir qui se font aussi, comme Andréane le dit, notamment par le lobby pétrolier qui est toujours de plus en plus nombreux. Donc, tout ça attire une faune qui n'est pas tout à fait agréable. Mais s'il y a quelque chose qui est positif, par contre, c'est que la société civile, elle, par l'entremise de ces circonscriptions qui du moins celles qui défendent les droits selon chacun de leur expertise, travaillent de mieux en mieux, sont sur le même diapason et offrent un véritable contre-pouvoir à certains États et ont réussi à faire fléchir à certains moments certains États pour faire avancer des textes ou faire accepter des choses qui n'étaient pas acceptables, proposer des textes alternatifs qui, à certains égards, ont fait OK, c'est pas bête finalement, on peut le considérer. Et ça, c'est de mieux en mieux de COP en COP. Et cette fois-ci, c'était une machine drôlement bien huilée là, qui s'est présentée là. Moi, j'ajouterais 3 points. Je n'ai pas l'expérience des COP passées, mais ce qui m'a marqué dans cette COP dans un pays autoritaire, un régime policier, le premier, c'est la mise en scène. Donc, je pense que je t'en ai parlé la première fois qu'on s'est croisés. On sentait vraiment à partir de la sortie de l'aéroport jusqu'au quartier dans lequel se trouvaient les hôtels, puis ensuite le trajet pour se rendre jusqu'au stade. On sentait toute la mise en scène pour démontrer que c'était un pays quand même vert. Donc, il y avait des publicités sur l'énergie verte, sur la transition écologique. Il y avait des drapeaux partout de l'Azerbaïdjan. Quand on sort de l'aéroport, on voyait qu'il y avait des raffineries ou autre, et il y avait toute une rangée d'arbres qui, à l'évidence, avaient été mis peu de temps avant parce qu'il y avait des tuteurs pour vraiment ça. Donc, on sentait vraiment la mise en scène sur tout le trajet qui nous amenait jusqu'au site. Et on sentait qu'il ne fallait pas trop sortir là, de ce trajet-là. Donc, ça, c'est la première chose qui était assez évidente. La deuxième, il y a eu assez peu de panels qui parlaient des questions de droits humains en Azerbaïdjan, mais je noterais un panel où participaient notamment les collègues d'Avocats sans frontières qui nous ont relaté la situation où on parlait de droits humains. Il y a quelqu'un qui a dénoncé le nombre de prisonniers politiques en Azerbaïdjan et les prises de parole qu'il y a eu ensuite de la salle étaient des personnes disant représenter la société civile et les ONG en Azerbaïdjan, mais qui disaient qu'il ne fallait pas toujours se fier à ce que disaient les ONG de la société civile parce que
là aussi, parfois, il y a des dérapages, puis il y a des mauvais. Donc, les seules fois où il y avait la possibilité de parler, de dénoncer un peu la situation des droits humains en Azerbaïdjan, il y avait vraiment des personnes qui étaient infiltrées dans la place pour dénigrer les ONG d'Azerbaïdjan, puis le rôle qu'ils sont censés jouer de défenseurs. Donc, on sentait vraiment qu'il n'y avait pas de place à parler du régime et à parler de la situation des droits humains, puis des prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Et je terminerai sur ce que tu as dit, Patrick. Tout au long, donc, il y avait ces actions contrôlées qui doivent vraiment être soumises d'avance et qui doivent respecter, là, on ne peut pas avoir de drapeau, par exemple, on ne peut pas dénoncer un pays, on peut pas. Donc, il y a toutes des règles à suivre. Donc, il y a un espace pour la société civile, il y a un espace pour s'exprimer, mais de façon très contrôlée. Mais plus la semaine avançait, puis dans les dernières heures, on a vraiment vu la colère monter, particulièrement des représentants de la société civile des pays du Sud. Et à la fin, moi, j'étais plus là, je suivais à partir de l'aéroport puis de la distance, mais on a vraiment vu beaucoup de mobilisation prendre place sur le site de la COP. Qui étaient des voix du Sud, qui étaient vraiment en colère de la façon dont se déroulaient les négociations et du peu d'espace puis du peu de reconnaissance qu'on retrouvait dans les textes finaux des besoins des sociétés civiles des États du Sud, dont les États les moins développés, puis les États insulaires, pour faire face à la crise qu'ils vivent déjà dans leur pays. Donc, c'était quand même intéressant de voir le ton monter, puis le contre-pouvoir se mettre en place. Après, quel effet ça a véritablement sur l'issue des négociations, je ne sais pas, mais ils ont pris l'espace public, ils ont pris les réseaux sociaux, puis ils ont partagé leur mécontentement de façon peut-être plus libérée en voyant qu'on s'en allait face à un mur. Un beau moment d'ailleurs que j'ai vu sur les réseaux sociaux, moi aussi à ce moment-là, je le suivais à distance. Il y a le réseau d'organisations environnementales de Cannes International qui a remis une lettre au G77 plus Chine lui disant on est d'accord avec vous si vous décidez de vous retirer et que vous refusez cette entente-là qui n'a pas de bon sens. Puis, le G77 plus Chine, c'est significatif. Là. En fait, c'est plus de 100 pays maintenant. Là. Donc, je veux dire, donc, il y a vraiment eu une belle solidarité, des beaux efforts de mobilisation. J'étais super touchée quand je voyais ce qui se passait à distance. Puis à la fin, le slogan, c'était vraiment « On aime mieux pas avoir de deal qu'avoir ce deal-là ». Donc, c'est vraiment le message qui a été lancé dans les derniers 24 heures. No deal is better than a bad deal. C'est ça le slogan des dernières heures. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, sinon on passerait aux prochaines étapes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, pour Bonn, pour la COP 30? Comment vous voyez l'année qui s'en vient? Bien, on ne la voyait pas comme ça. Donc, ça va être extrêmement compliqué parce que, en fait, on commence la route vers Belém, au Brésil, pour la COP 30. Et cette COP-là va être importante parce que, comme je le disais tantôt, c'est là où les pays vont déposer leur troisième contribution déterminée au niveau national, donc leur feuille de route pour rehausser leur ambition climatique, atteindre les cibles de Paris tout en étant conscient du bilan mondial et des conclusions qu'il y a eu et des contraintes qui s'y ajoutent, notamment sur le package énergétique. Donc, ça, c'est important, mais en même temps, le Brésil avait besoin d'espace pour le faire et cet espace-là, ils ne l'ont plus. Et ça, c'est drôlement problématique. Ils ne l'ont plus parce que la plupart des agendas, comme on l'a dit tantôt, ont été repoussés. Et bien qu'elles soient repoussées à la prochaine session où tout le monde est là, qui se trouve à être la prochaine session des organes subsidiaires, donc les deux entités là, qui coordonnent les activités de la Convention cadre à Bonn, en Allemagne, au mois de juin prochain. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y aura pas aucun ministre sur place et qu'aucune nouvelle décision peut être prise. Donc, ils ne peuvent qu'avancer sur des enjeux. Et comme rien n'a été conclu, bien, la plupart des agendas devront se terminer d'un point de vue politique et le politique ne sera pas présent. Donc, il est fort à parier qu'ils vont pouvoir avancer une certaine mesure, essayer de sauver les discussions qu'ils ont, mais tout envoyer à la prochaine session qui, elle, sera la COP 30 au Brésil. Et là, ça va être drôlement compliqué, mais en même temps, le Brésil est le Brésil. Donc, ça, c'est peut-être, et comme je le dis souvent, c'est peut-être une lueur d'espoir, comme une lumière d'un phare dans la nuit, tant que ce n'est pas un mirage. Mais il est clair que la présidence brésilienne, ou plutôt, oui, la présidence brésilienne, et non pas de la COP, mais du Brésil comme tel, donc le président Lula, compte
redresser, en fait, la lutte au changement climatique par l'entremise des mouvements sociaux et d'un monde des affaires plus différent un peu. Donc, il y a beaucoup d'ambition déjà de la part du président du Brésil, mais en même temps, il faut comprendre qu'est-ce que le Brésil. Le Brésil est aussi un État où il y a une forte activité pétrolière, est un pays aussi des extrêmes, où l'extrême richesse côtoie l'extrême pauvreté, où la gauche se déchire avec la droite. C'est un pays qui est coupé en deux à 50 à peu près là, de la gauche à la droite. Donc, c'est un pays qui est extrêmement compliqué et notre préoccupation, c'est qu'après avoir rencontré l'équipe de négociation, donc la présidence de la COP brésilienne, ils sont moins solides qu'on serait attendu. Donc, ça, il y a une inquiétude à ce niveau-là, mais on sent que l'appareil gouvernemental du Brésil veut être présent à la COP et non pas juste laisser les équipes négocier, mais on s'attend à une présence même physique du président brésilien à cette COP-là. Donc, et le Brésil est un pays du BRICS, c'est un pays émergent, c'est un pays qui, somme toute, est dans une nouvelle mouvance. Donc, il y a beaucoup d'éléments positifs qui peuvent nous faire croire qu'on va arriver à quelque chose. Mais encore là, ils ont besoin d'espace pour y arriver. Parce que c'est clair que c'est une COP, contrairement à celle qui vient de se terminer, qui devra avoir une décision finale, donc un cover decision extrêmement fort. Et comme ça arrive au bout de cette pièce-là en 3 actes, on a le bilan global, les NDCs, etc., on peut s'attendre à une décision finale extrêmement forte qui pourrait, à un certain point, et là, c'est moi qui le dis, mais qui pourrait rivaliser même l'accord de Paris si les cartes sont bien jouées. Donc, ça peut avoir cette importance-là. Elle est primordiale, cette COP-là qui s'en vient, mais il y a beaucoup de difficultés à venir, notamment, comme je l'ai dit, l'ensemble de cette COP-là qu'on vient de rater, qui est toute poussée par en avant, et le contexte géopolitique dans lequel nous vivons. Il est clair qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les États-Unis, on ne les a pas tout à fait sentis dans cette COP-là parce qu'ils sont toujours sous le régime Biden. À un certain moment donné, ils ont décidé de prendre une traque un petit peu plus progressive que de repli. Donc, à certains endroits, ils réussissaient à défendre leurs points et même être étonnants, mais sans donner de résultats pour autant. Mais il est clair qu'on l'a tous entendu que Trump, en fait, veut sortir non pas de l'accord de Paris, comme je le disais tantôt, mais même de la Convention. Donc, ça vient miner de façon importante tout ce qui est le multilatéralisme, donc cette dynamique-là de négociation multilatérale qui pourrait se retrouver plus dans du bilatéralisme, c'est-à-dire d'États entre États qui vont décider d'accords au niveau commercial et au niveau climatique, ce qui serait une catastrophe totale, ou bien que le G20 devienne le nouveau véhicule des négociations climatiques, qui sera encore là une catastrophe, parce que là, la plupart des voies des pays en voie de développement ne sont plus là. Donc, on fait face à quelque chose d'extrêmement complexe au niveau géopolitique et sans compter les 2 grands conflits armés en ce moment en Ukraine qui, malheureusement, glissent tranquillement vers une guerre mondiale. On ne se le cachera pas. Et l'espèce d'explosion au niveau du Moyen-Orient aussi. Donc, ça va être compliqué pour la prochaine année à venir. Et le pire des scénarios, considérant la sortie des États-Unis, admettons, de la Convention cadre, c'est qu'un autre pays décide de le faire aussi. Donc, un pays comme la Chine ou l'Arabie saoudite ou peu importe, dit, pourquoi nous, on continuera à faire des efforts quand eux ne le font plus et que c'est un des plus grands émetteurs au monde? Ou bien l'inverse peut arriver aussi, de dire, face à ce vide-là, d'autres pays vont vouloir combler ce vide-là et ramener une nouvelle ambition climatique. On ne le sait pas, mais le pire scénario serait que d'autres suivent les États-Unis. Et déjà, durant cette COP-là, on a eu la mauvaise surprise de voir la délégation en fait, les négociateurs argentiques quitter la COP sous l'impulsion de leur président de droite, Milei, qui a rappelé tous ces négociateurs en disant, dans la foulée de Trump, on sort de là, on n'y sera pas. Donc, ils ne sont pas sortis de l'accord de Paris ou de la Convention, mais quand même, ils ont été absents lors des négociations et ça, c'est relativement inquiétant. Bien, sur cette note très positive, je vais ajouter 2 éléments de contexte par rapport au Brésil précisément. D'une part, les questions autochtones risquent de prendre beaucoup de place étant donné qu'elles sont nombreuses au Brésil et aussi
probablement la question des pouvoirs infranationaux parce que le Brésil est aussi un État fédéré, donc qui a beaucoup de... En fait, il y a plusieurs provinces qui ont des aspirations similaires, par exemple, au Québec ou à la Californie au sein du Brésil. Donc, ces deux éléments-là peuvent être positifs. Ce sera à suivre, mais sinon, d'ici là, par contre, ben, il y a différentes choses que le Canada, en fait, le Canada aussi va arriver au Brésil de manière différente, étant donné qu'on risque d'avoir un autre gouvernement. On ne sait pas encore de quelle allégeance elle sera, mais disons que si, bref, on ne tombera pas dans ces politiques-là, mais dans les éléments d'intérêt, ben, le Canada va accueillir le G7 en 2025. Et puis, donc, le G7, ce sont les pays qui, historiquement, ont la plus grande responsabilité dans la crise climatique. En tant qu'hôte, ben, ils doivent mettre la barre haute par rapport aux questions d'ambition climatique, surtout quand on s'attend à un rehaussement des engagements là, dans les prochaines semaines. Donc, cet élément-là, en fait, ça va être intéressant de suivre qu'est-ce qui va en ressortir de ce sommet-là au cours des prochaines semaines. Donc, justement, en fait, la cible de 2035 du Canada va être très intéressante à regarder. Un élément positif parmi tout ce que Patrick nous a dit négatif sur la COP29, en fait, le Royaume-Uni, qui fait partie du G7, qui a mis la barre très, très haute pour les engagements nationaux. Donc, se sont engagés à réduire leurs émissions de 81 d'ici 2035. Donc, c'est à la hauteur de leur juste part et de leur contribution, de leur responsabilité historique. On s'attend, on espère vivement que le Canada va suivre cet exemple. Ce sera à voir, mais un autre élément intéressant sur cette question-là, c'est le fait que c'est le comité consultatif indépendant du Royaume-Uni qui a recommandé cette cible-là et le gouvernement qui l'a tout simplement adopté. Malheureusement, au Québec et au Canada, le comité n'a pas encore cette force de loi-là. Parce qu'au Royaume-Uni, lorsque le gouvernement ne respecte pas les recommandations du comité, il doit justifier l'écart. Alors, on n'a pas encore ces mécanismes de transparence et de redevabilité au Canada. On a un début, là, mais c'est pas tout à fait ce niveau de contrainte. Dans les autres éléments, ben, c'est sûr que le Canada doit se dépêcher de mettre en œuvre 4 politiques, donc le règlement sur l'électricité propre, le règlement sur le méthane, le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, et finalement, doit mettre fin au financement public des énergies fossiles. On parle de beaucoup, beaucoup d'argent qui pourrait, par exemple, aller dans un fonds pour la finance climatique, par exemple, dans ce fonds qui cherche à rassembler 300 milliards par année. Et puis, finalement, ben, du côté du Québec, ce qu'il va faire d'ici la COP30, ben, il va lui aussi adopter sa cible pour 2035. Il y aura une consultation publique au printemps aussi. Et il va d'ailleurs mandater son comité consultatif à lui proposer une cible. Et donc, ce sera également intéressant de voir si le gouvernement va écouter son comité et adopter la cible qui va lui être recommandée. Et je sais qu'on sera nombreux et nombreuses à le pousser à aller dans ce sens-là. Parfait, merci. Puis ben, de notre côté, je vous ai dit plus tôt qu'il y avait eu l'adoption, qu'une des choses positives de la COP29, c'est l'adoption de ce nouveau programme là, sur l'égalité des genres. Donc, c'est sûr que nous, de notre côté, on va suivre les discussions entourant le développement d'un plan d'action, genre, mais aussi, c'est dans un contexte plus large de l'émergence de mouvements décomplexés de la droite. Donc, moi, c'est ce que j'ai beaucoup observé dans ces échanges-là, de pouvoir dire qu'on ne veut pas laisser de place aux droits humains, que pour nous, l'accès à la justice, ce n'est pas important, que les questions de diversifier, certains partis ont dit ça va de diversité, pardon, ça va contre nos valeurs au niveau national de parler de diversité et d'inclusion. Donc, on ne veut pas voir ça dans les textes. Donc, il y a quand même une décomplexion, si c'est un mot,
de parler de cette façon des droits humains. Donc, c'est l'émergence de la droite, c'est l'émergence du populisme. Donc, ça va quand même être à surveiller dans la prochaine année pour voir à quel point cet espace-là au niveau des droits humains se rétrécit encore, ou est-ce que les pays qui défendent les droits humains vont davantage le mettre comme une priorité à leur agenda. Donc, nous, c'est ce qu'on va suivre. Je propose peut-être qu'il nous reste un petit peu moins de 20 minutes. Donc, je propose que chacun dise un dernier petit mot, puis ensuite, on ouvre la parole à l'audience si vous avez des questions, des commentaires, des choses à partager. Donc, Patrick, est-ce que tu veux commencer? Oui, en fait, je dirais Otro mundo est possible. En fait, un autre monde est possible, qui est un slogan qui est issu du Brésil, hein, des mouvements sociaux, des forums sociaux mondiaux qui ont été organisés par le Brésil depuis très longtemps et aussi même la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ses racines sont au Brésil aussi. Et ça, c'est des choses qu'on a recommencé à entendre, notamment dans la bouche du président Lula, cet autre monde-là possible, que la COP revient à la maison et ainsi de suite. Donc, s'il y a un message d'espoir, il est bien là parce que ce qui est une chose qui est claire, c'est que les mouvements sociaux à la dernière COP, comme je le disais, ont réellement été un contrepoids. Et là, on va être dans un endroit où ça va pouvoir être exercé et il y a un espoir à ce niveau-là. Si, Andréane? Ben, de mon côté, je dirais simplement que lors du premier retrait de l'accord de Paris de M. Trump, il y a eu un mouvement très fort qui a émergé qui s'appelle We Are Still In, donc qui rassemblait les villes et les États qui s'engageaient, qui réitéraient leur engagement à respecter l'accord de Paris et à limiter le réchauffement climatique sous la barre de 1,5 degré. Donc, j'ai espoir qu'on peut encore compter sur des voix locales plus fortes et ça inclut aussi les communautés autochtones. Donc, je pense que ces éléments-là aussi peuvent nous redonner espoir pour la prochaine année. Merci. Moi, pour mon mot de la fin, je vais donner la parole à les pays qui font partie des États insulaires. Donc, je vais vous lire une citation qui faisait partie de leur communiqué quelques heures avant la fin des négociations à la COP dans la nuit de samedi à dimanche. So, what is happening here is highlighting what a very different boat our vulnerable countries are in compared to the developed countries. After this COP29 ends, we cannot just sail off into the sunset. We are literally sinking. Understand this. I'm not exaggerating when I say our islands are sinking. How can you expect us to go back to the women, men, and children of our countries with a poor deal, which will surely plunge them into further peril? Donc, pour résumer, nous, on est déjà en train de couler. Donc, on ne peut pas retourner puis dire à notre population que tout va bien aller alors qu'on a un très mauvais deal et que ça ne va pas aller mieux pour nos communautés qui sont déjà en train de vivre les impacts des changements climatiques. Donc, sur ce, on ouvre la parole à vous tous et toutes si vous avez des questions, commentaires. Je vous invite peut-être à vous présenter puis à partager votre question. Avoir des liens entre, par exemple, tout ce qui est biodiversité, les changements climatiques. Est-ce que ça a été discuté sérieusement ou est-ce que ça a été simplement abordé un peu? J'aimerais en savoir plus parce que ça semble être une réflexion qui commence à devenir de plus en plus pressante. Ben, c'est une réflexion qui a eu lieu à la COP 16 en Colombie. Il y a eu des discussions entre la corrélation entre les COP, mais pas nécessairement la COP climat. Et ce n'est pas un endroit où on entend beaucoup parler de biodiversité, bien au contraire, malheureusement. Néanmoins, dans la dernière décision de Dubaï, il y avait une référence à l'accord Kunming-Montréal. Donc, il y a une volonté d'inclure ces éléments-là liés à la biodiversité et ils font leur place tranquillement. Mais de front, de lier les deux et qu'il y ait une corrélation entre les deux, on l'entend vraiment à la COP climat autant qu'on l'entend à la COP biodiversité.
Oui, bonjour. Mon nom est François Blais. Ma question, c'est à se demander, je veux dire, pour les textes, parce que là, c'est sûr que nous autres, en n'étant pas dans les COP, c'est un peu abstrait, là, on pourrait dire le texte. Ça tient sur combien de pages? Est-ce que ça tient sur une page ou sur 70? Est-ce que c'est... Oui. Comment c'est structuré? S'il y a beaucoup de pages, comment est structuré aussi? Oui, bien, au début, les textes qui sont soumis par la présidence sont plus longs parce qu'ils vont tenir compte de plein d'options proposées par les pays. Puis le but est d'arriver à enlever les crochets qui sont dans les textes avec toutes les propositions de manière les crochets, ça veut dire qu'on n'a pas encore décidé si on gardait ce bout-là ou tu sais, bref, qu'il reste des discussions à y avoir. Et donc, d'habitude, étant donné qu'ils sont 197 pays à devoir s'entendre, d'habitude, ça rétrécit parce que quand on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'efface. On ne s'engage pas trop sur cette voie-là. Mais pour être plus précise, là, par exemple, le texte qui porte spécifiquement sur l'objectif financier pendant la COP a passé d'environ 34 pages à 6 à la fin. J'aime beaucoup votre question parce que j'étais très intriguée, moi aussi, à savoir comment se passait ce processus de diplomatie en action et comment ça se passait avec les textes. On sait à quel point c'est difficile quand on est 4-5 collègues à travailler sur un texte commun. Bon, imaginez des délégations de tous les pays du monde essayer de s'entendre sur un texte commun. Donc, c'est quand même intéressant, juste le processus d'assister à chaque jour. Il y a des rencontres informelles auxquelles les observateurs, observatrices peuvent assister et il y a des co-facilitateurs et c'est leur responsabilité de prendre note des différents commentaires des parties et de les intégrer dans une version du texte suivant. Donc là, le texte qui est envoyé le lendemain ou 2 jours plus tard va refléter les différentes propositions. Et comme Andréane le disait, tout ce qui est contesté va être mis entre brackets, donc entre parenthèses. Et là, la journée suivante, on passe paragraphe par paragraphe et on regarde ce qui est contesté, puis on voit si on arrive à une entente entre les parties. Donc, c'est un processus qui est quand même assez laborieux. On était, dans ce cas-ci, on était au jour 10 de la COP et les textes étaient encore, l'essentiel du contenu était encore entre brackets. Certains paragraphes complets étaient entre parenthèses. Donc, on se disait comment on va arriver à une résolution. Dans le cas du texte sur l'égalité des genres, à un certain moment, on a appris que tout ce qui était en lien avec le langage ne serait plus discuté par les parties. C'était envoyé à la présidence et c'était à la présidence de faire ses recommandations. Donc, évidemment, on n'était pas très rassurés à ce moment-là d'envoyer ça à la présidence de l'Azerbaïdjan sur les questions de droits humains. Mais donc, là, ça nous permettait de discuter du reste. Et là, on passait à travers paragraphe par paragraphe. Et après ça, là, on voit les stratégies puis les alliances parce que dans certains cas, on a un parti, par exemple, qui va passer 10 minutes à nommer chaque paragraphe et dire quelle virgule il va changer dans le paragraphe. Et là, on a tous les pays représentés. Donc, vous pouvez imaginer comment le processus peut être ardu. Donc, au niveau du texte du genre, on est passé, je pense, d'environ 25 pages à 10 vers la fin. Donc, il y a eu vraiment un rétrécissement important pour en sortir un peu toute la substance pour arriver à un texte qui allait être accepté. Et bonjour, mon nom est Jacqueline. Et je me demande, Patrick, nous étions ensemble à la COP 15 et où il y avait tellement un vent d'espoir et une mobilisation incroyable. Et entre 2015 et aujourd'hui 2024, 9 ans après, qu'est-ce que tu penses des progrès qui ont été faits jusqu'à maintenant? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de ce qui avait été dit à la COP de 2000, où il y avait tellement un vent d'espoir qui a embrasé un peu tout le monde entier? J'aimerais avoir ton opinion sur les progrès accomplis. Oui, merci. Puis un plaisir de te voir, Jacqueline. En fait, depuis le tout début, c'est de voir est-ce que l'aiguille bouge. Donc, c'est-à-dire dans les projections de réchauffement de gaz à effet de serre. Et cette aiguille-là, elle a bougé. Elle a bougé de 2015 jusqu'à 2021 environ, où est-ce qu'on avait des projections dans le meilleur des cas en 2015 qui dépassaient les 3 degrés, dans le pire, non, 4 degrés dans le pire, même presque jusqu'à 6. Et quand on est arrivé, je dirais à la COP
26 à Glasgow en 2021. C'est là où on a vu l'aiguille commencer à stagner. Mais entre-temps, elle a bougé beaucoup parce qu'elle est passée de projection de 4 à 6 à environ 2,7, 2,5. Donc, il s'est passé quelque chose. Ça veut dire que les États se sont vraiment mis en marche. Ils ont mis en place des mesures d'atténuation, d'adaptation. Ils ont quand même réalisé des progrès au niveau de leur entente entre eux et ainsi de suite. Le problème qu'on a maintenant, c'est que ça stagne. C'est qu'on est comme dans un cruncher et que l'aiguille ne bouge plus. Et elle ne bouge pas essentiellement pour différentes raisons. Un, parce que ce cruncher-là s'appelle notre système économique, qui devrait être revu. Et ça, il est pas mal plus difficile, lui, à changer à ce niveau-là. Le deuxième, c'est qu'il y a une perte de confiance entre les pays du Nord et du Sud. Le troisième, c'est que le contexte géopolitique actuel et la crise énergétique mondiale nous empêchent d'avancer. Et donc, il y a plusieurs facteurs en ce moment qui font que les négociations stagnent et on n'arrive pas à aller plus loin et on s'en remet souvent à deux éléments qui sont extrêmement difficiles. Un, les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, et ainsi de suite. Et on laisse de côté cette nécessité-là qu'on a de transformation de nos sociétés. Donc, on est dans une optique de transition comme si on se déplaçait de A à B, mais sans rien changer entre les deux, comme si c'était juste une destination. Quand, dans le fond, il faut passer de A à B, mais A nous transforme jusqu'à B. Et là, on n'est pas là pour l'instant, et ça, c'est extrêmement difficile. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'on est pris dans un schème d'adaptation et non pas d'atténuation, comme si on l'avait laissé tomber un peu. Donc, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à vouloir s'adapter à tout. Et on le voit même ici au Québec, là. On a beau avoir inondation, feu de forêt, ainsi de suite, on dit, ben, on s'adaptera la prochaine fois, on va trouver des mesures d'adaptation, on va mettre du financement pour l'adapter, mais à un certain moment donné, s'adapter jusqu'où? Et puis, il y a une maudite limite à ça. Et il faut absolument regarder aussi à travers la lentille de l'atténuation. Et cette atténuation-là est essentiellement basée sur le monde énergétique dans lequel on vit, qui est à plus de 80, je vous tout le temps le chiffre, 83 ou 87 à énergie fossile dans le monde. Donc, c'est immense. Et qu'on doit absolument passer à autre chose, mais c'est abordé. Ils ont commencé à le faire, comme on l'a dit tantôt, à la dernière COP. Là, les pays ont trouvé une occasion de ne pas en parler dans cette COP-ci parce qu'il y avait des considérations financières, mais il va falloir revenir à ces discussions-là tôt ou tard. Et la seule bonne nouvelle là-dedans, ou le seul aspect positif, c'est que ce dialogue-là se poursuit néanmoins et que, à part celle qui vient de se terminer, de COP en COP, on voit des décisions plus ambitieuses les unes que les autres. Donc, il y a quand même si on monte les marches plus lentement en ce moment, on les marche encore, mais il faudrait aller plus vite. Donc, il y a un non-sens là-dedans. Mais c'est ça, c'est là où on est. Et on peut tout le temps se poser la question, et si ça n'existait pas, il faudrait probablement l'inventer quelque part. Mais oui, il y a un certain progrès, mais je te dirais, Jacqueline, qu'en ce moment, il y a une stagnation. Et j'aimerais juste ajouter un petit élément sur la stagnation. En complément, là, il y a aussi l'effet de polarisation et la désinformation qui ont été identifiés par le GIEC comme deux freins à l'action climatique dans le monde. Et ça rend le fait de passer des lois climatiques ambitieuses de plus en plus difficile. Donc, tant qu'on va être dans cette conjoncture politique-là, ça va être malheureusement difficile et on risque de continuer à stagner. Puis mon travail étant de faire de travailler avec les gouvernements, en fait, pour faire avancer les dossiers climatiques, ben, ce qu'ils nous disent, c'est on est plus proche des reculs que des avancées en ce moment parce qu'il y a beaucoup justement, il y a il y a des voix très, très fortes qui demandent le droit. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Mon char, mon choix, qui est un mouvement qui tente de faire annuler l'interdiction de vente des véhicules à essence en 2035. Donc, qui ont quand même on parle en dizaines de milliers de signatures au Québec. Là, donc, c'est pas rien. Et puis, il faut en tenir compte de ces voix-là, qui sont aussi celles qui ont fait élire M. Trump aux États-Unis. On va avoir le temps pour peut-être une dernière question. Oui, je m'appelle Géry et je suis étudiant. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez que les équipes brésiliennes ne sont peut-être pas aussi solides que ce qu'on imaginait.
Et dans le même temps, j'ai le sentiment qu'à Paris, grâce à un leadership fort, on a réussi à obtenir des avancées. Qu'est-ce qu'on pourrait transposer au Brésil de Paris? Et est-ce qu'une forme de tutelle parisienne ou un accompagnement par les équipes de Paris qui ont réussi à obtenir ces avancées pourrait être envisageable? En fait, la France n'est pas reconnue non plus comme un pays qu'on voyait beaucoup autour des tables de négociation. Puis vous avez tout à fait raison qu'ils ont réussi à mener parce qu'il y avait un leadership qui dépassait le leadership, en fait, la présidence de la COP, mais qui allait jusqu'aux présidences de la France. Donc ça, on retrouve ça sur la route vers Belém en ce moment, où est-ce que la présidence brésilienne veut mettre son poids pour faire avancer les choses. Donc ça, c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Maintenant, c'est beaucoup le contexte géopolitique dans l'année qui vient qui va définir les choses plus que leur capacité. Sur leur capacité à négocier, effectivement, quand je disais qu'on s'attendait peut-être à plus, parce que le Brésil est quand même un pays présent dans les négociations climatiques. C'est un pays qui s'exprime bien, qui s'exprime fortement. Donc, on était un peu surpris à ce niveau-là parce que c'est plus une crainte peut-être qu'autre chose, parce qu'on ne veut pas rejouer dans le film qu'on vient. C'est traumatisant, là. Mais on a confiance quand même que le Brésil est capable de bien s'entourer à ce niveau-là. Il a l'avantage aussi de faire partie du BRICS, donc il a le soutien déjà de certains pays. Et c'est un pays qui est quand même un dialogue aussi avec les pays développés, donc qui en est un, en fait. Donc il est quand même bien placé au bon moment où il doit être. Mais encore une fois, contexte géopolitique et surtout tout ce qu'on vient de lui pelleter dans sa cour qui n'aurait pas dû être là, ça va être extrêmement compliqué, mais il va pouvoir, j'ai bien l'impression, compter et utiliser les structures de la Convention cadre et les ressources qui existent, ce que vraisemblablement le gouvernement de l'Azerbaïdjan, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais vous avez beaucoup de structures déjà en place qui sont là pour soutenir la présidence brésilienne. Donc j'ai relativement confiance, quelqu'un. Donc, je pense qu'on n'a plus de temps. Donc, merci d'avoir participé à cette thérapie de groupe avec nous ce soir pour passer à travers les traumas de la COP29, en espérant que le futur va être un peu plus brillant, comme tu parles, le phare dans la brume. Merci Patrick, merci Andréane d'avoir accompagné sur ce panel ce soir. Merci à vous de vous être déplacés, puis merci en ligne également, puis à la Maison du développement durable et à l'équipe du Dialogue pour le climat. Donc, bonne fin de soirée et on lâche pas, on garde espoir. Merci à toi, Andréane, pour l'animation.